Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière visioconférence que vous est proposée dans le cadre du mois d'innovation publique 2024. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas accès à vos micros, c'est normal, hein, pour celles et ceux qui suivent déjà plusieurs conférences, vous avez l'habitude. Vous avez néanmoins la possibilité d'allumer votre caméra. Voilà, on voit que les salles, donc à vous, la préfecture de Haute-Saône, je salue Laura qui nous voit. Donc vous avez la possibilité d'allumer votre caméra. Donc la visioconférence est enregistrée et sera diffusée uniquement sur des canaux internes de diffusion, intranet ou sur le site des PIP, mais sur un temps court d'un mois, d'accord, d'ici décembre, comme tous les autres replays. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin de l'intervention de Ludovic Giraudon, donc intervention qui durera après un peu moins d'une heure, pardon. Donc à ce moment-là, je vous demanderai de lever la main sur Teams et je vous donnerai accès à vos micros pour pouvoir poser vos questions à l'oral. Nous privilégions les questions à l'oral vu que c'est enregistré. Vous avez toujours la possibilité de communiquer par le chat. N'hésitez pas si vous avez des problèmes techniques, j'essaierai d'y répondre au mieux si c'est dépendant de mes capacités. Autre information, il y a donc les rencontres de l'innovation publique ce jeudi et vendredi. Alors, c'est pas la peine de vous inscrire, c'est complet depuis le 6 novembre minuit dernier. Mais voilà, donc on est victime de notre succès, on va dire ça comme ça. Alors, je leur précise que le réseau des pionniers et pionnières d'innovation qui organise le mois d'innovation publique le fait grâce à l'entente partenariale, hein, qui est portée par l'État, le CNFPT et la région en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc, et que nous avons différents canaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Le site internet des PIP, je vais vous mettre tout ça dans la conversation. Nous avons également un groupe, un profil LinkedIn aussi, sur lequel vous pouvez retrouver quelques informations. Et puis une chaîne YouTube aussi sur laquelle vous pouvez pouvoir retrouver des vidéos, des tutos, enfin tout ce qui peut être utile pour vous. Voilà, les gens continuent à arriver. Je vais tout de suite laisser la parole à Milada pour introduire cette visioconférence. Oui, bonjour à tous. Milada Pantic, je suis secrétaire générale adjointe pour les affaires régionales, donc à la préfecture de région. Je me réjouis vraiment de cette visioconférence à la thématique très stimulante et j'accueille avec grand plaisir Monsieur Ludovic Giraudon qui va nous apprendre, je suis persuadée, et nous stimuler. Juste deux mots d'introduction pour dire que effectivement c'est ce mois de l'innovation qui est devenu rituel ici en Bourgogne-Franche-Comté et co-organisé pour certaines séquences en particulier entre la région, le CNFPT et la préfecture de région. Et c'est une chose, cette entente partenariale que vous venez d'évoquer, Monsieur Quentin, qui est très appréciée par la direction interministérielle de la transformation publique à Paris. Donc, je tenais à saluer ces initiatives, à saluer tous les participants. Je crois qu'il y a près de 200 inscrits, mais pour l'instant, il y a 89 participants. Donc, j'espère que d'autres nous rejoindront. Et n'hésitez pas aussi à mettre vos vidéos pour qu'on puisse incarner cette participation et la rendre encore plus conviviale. Un dernier mot aussi pour dire que les thématiques abordées sont au cœur de nos préoccupations au quotidien en tant que manager, à la fois le principe de réalité entre ce que l'on veut, ce que l'on fait, ce que l'on peut. Il y a toujours des différences. Donc, je trouve que c'est important à un moment donné qu'on puisse faire un pas de côté le temps de cette visio pour réfléchir à sa pratique. Et puis, plus largement, ça s'inscrit dans les problématiques que tous les versants de la fonction publique connaissent, c'est-à-dire les enjeux d'attractivité de la fonction publique. Donc, belle visio à tous et merci vivement de votre participation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin pour ce mois de l'innovation et puis particulièrement content d'être avec vous parce que moi je trouve ça vraiment génial qu'il y ait
initiatives comme la vôtre et de pouvoir me donner la parole sur les sujets qu'on va aborder ce matin. Vous l'avez compris, on va parler management, on va parler de Dream Team, d'équipe de rêve. Et en fait, ce que je vais vous proposer ce matin, c'est un peu un voyage dans le temps aussi, vous allez le voir, où je vais revenir assez brièvement sur d'où vient finalement le management tel qu'il est pratiqué encore beaucoup aujourd'hui, et à quoi on va essayer de se projeter aussi. On parle d'innovation, donc l'idée, ça va être de peut-être d'ouvrir vos chakras sur le sujet et de se projeter sur un autre monde managérial. Alors évidemment, moi, j'ai pas de boule de cristal, donc dans ce que je vais vous partager, ce sont plus des pistes de réflexion, plus qu'une prédiction, évidemment, de ce qui va se passer à la lettre. Et puis, vous le verrez, on va réatterrir un petit peu plus dans le présent pour vous partager aussi des clés très concrètes qui pourraient vous inspirer dans vos pratiques au quotidien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous partager mon support, normalement, que vous devriez voir dans un instant. Bon, a priori, c'est bon, on me fait signe que tout est OK côté technique. Merci, merci Thomas. Quelques mots juste pour me présenter. Et effectivement, bon, ça vous le savez, puisque ça a déjà été annoncé, je suis Ludovic Giraudon, pas de surprise là-dessus. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je me suis vraiment spécialisé sur les sujets managériaux. Et ça a commencé par l'écriture d'un livre qui s'appelle Dream Team, pour lequel j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de plus de 500 managers. Alors, beaucoup dans le privé, et c'est vrai que j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous partager qui sont issues du privé, mais néanmoins, pour avoir déjà pris la parole un certain nombre de fois dans le public, on se rend compte comme, évidemment, faire croiser les regards public-privé dans un sens comme dans l'autre, ça peut avoir beaucoup de vertus, que le privé s'inspire du public et le public s'inspire du privé. Évidemment, ça, en termes d'ouverture et d'inspiration, ça a du bon dans les deux sens. Et donc Dream Team, je reviens dessus, donc c'est un livre sur lequel je suis allé compiler vraiment très concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est plus engagée qu'une autre, qu'est-ce qui fait qu'une équipe va mieux fonctionner, et quelles sont les meilleures pratiques managériales qui fonctionnent concrètement sur le terrain. Donc, pas mal de choses que je vais vous partager de ce matin sont issues de ces rencontres. Au-delà de ça, Dream Team, c'est aussi un organisme de formation. On forme toute l'année des managers sur ces sujets. Et puis, on prend la parole sous différents formats, un peu comme celui qu'on va faire ensemble ce matin. Et puis, je crée beaucoup de contenu. Donc, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn si jamais vous y êtes. Et que c'est un réseau social sur lequel donc vous allez de temps en temps. Je publie chaque semaine 2-3 grands messages clés autour du management. Et puis j'ai une newsletter aussi chaque mardi à midi. J'envoie maintenant on est à plus de 25 000 managers abonnés à la newsletter, un conseil concret pour mieux accompagner son équipe. Donc moi je vous invite à faire le tri dans tout ce que j'aborderai ce matin, parce qu'il y a des choses qui vont sans doute beaucoup vous parler, d'autres peut-être un peu moins, et c'est normal parce que forcément entre les collectivités, le département, la région, l'État, vos différentes fonctions, vous avez des réalités opérationnelles au quotidien qui sont très différentes, et donc c'est normal qu'il y ait des choses qui retiennent particulièrement votre attention. Voilà pour ces quelques mots d'introduction sur qui je suis. Donc voilà, encore une fois, moi, ce que je vais vous présenter, je me présente devant vous avec beaucoup d'humilité parce que le sujet du management, c'est un sujet qui est galère. Je pense que pour ceux qui encadrent des équipes, ça vous parle. C'est un sujet qui est vraiment pas simple. Moi-même, j'ai beaucoup galéré sur ces sujets et je galère encore aujourd'hui. Dream Team, c'est 5 personnes. Donc, c'est une petite équipe, mais néanmoins, je reste en plein dedans et je vis au quotidien ces challenges managériaux. Même moi qui suis au cœur de ces sujets et qui travaille tous les jours. Voilà, donc pour ces quelques mots d'introduction. Alors, je voulais revenir sur 2 chiffres, moi, qui m'ont vraiment frappé quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets et qui, du coup, aussi peuvent interroger sur un nouveau souffle managérial qu'on pourrait donner à nos organisations. Le premier chiffre, je ne sais pas si vous avez en tête, alors ça, c'est une étude issue de Cadre Emploi qui a mené une vaste étude sur le sujet. Est-ce que vous savez, sur 100 collaborateurs en France, combien se disent non satisfaits alors, pas de leur manager, la réalité de la question, c'était de la relation qu'ils ont avec leur manager. Alors, vous pouvez vous douter que si je vous pose la question, c'est assez élevé. Et effectivement, c'est 63%.
Donc, on a quasiment les 2 tiers des personnes qui ont répondu à cette étude qui se disent non satisfaits de la relation qu'ils ont avec leur manager. Et c'est vrai que ça peut donner le vertige parce que si on a par exemple 10 personnes dans son équipe, ça voudrait dire que si les personnes sont représentatives de cette étude, on aurait 6 à 7 personnes de son équipe qui ne seraient pas nécessairement satisfaits de la relation qu'ils ont avec moi. Donc voilà, ça peut interroger. Deuxième chiffre, cette fois-ci, côté manager, est-ce que vous savez combien se déclarent en détresse psychologique? Donc là, c'est une étude qui a été menée par Opinionway. Là aussi, vous pouvez vous douter que si je vous pose la question, c'est relativement élevé. C'est 44%. Voilà, donc c'est 44% se disent en détresse psychologique. On le sait, hein, le job de manager, il est compliqué, il est pressant parfois, avec beaucoup de choses à gérer, à la fois opérationnelles, à la fois managériales. C'est ce qui explique, entre autres, ce chiffre très élevé. Donc, on a d'un côté des collaborateurs qui ne sont pas pleinement satisfaits de la relation managériale qu'ils ont avec leur manager. Et puis, on a de l'autre côté aussi des managers qui ne sont pas toujours très bien dans leur basket, qui ne vivent pas forcément très bien leur rôle au quotidien. Et donc, c'est pour ça que, voilà, moi, j'aime bien résumer la chose en disant que Houston, on a sans doute un problème avec notre équation managériale. Alors évidemment, ce que je vous présente là n'est pas une vérité absolue. Heureusement, il y a des managers qui s'éclatent dans leur rôle et qui vont très bien, et heureusement. Et puis il y a des collaborateurs qui sont très bien aussi avec leur manager, heureusement. Mais je veux dire, globalement, on a quand même des signaux relativement forts qui nous montrent que dans pas mal d'organisations et un certain nombre d'équipes, il y a des choses peut-être à revoir. Et alors, je vous le disais, je vais faire un saut dans le temps, à la fois, donc pour ça je parle de retour vers le futur, parce qu'on va revenir un peu aux origines du management, qui peuvent expliquer finalement cet essoufflement peut-être d'un modèle, ou en tout cas cette difficulté côté manager, côté collaborateur, qui peut y avoir dans la relation. Et donc, on va d'abord faire un bond dans le passé, parce que on va voir que finalement, la manière dont on manage aujourd'hui, elle n'est pas si récente que ça. Il faut revenir au 19e siècle, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans le management d'il y a plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, par rapport à la lueur, en tout cas, de notre manière de manager aujourd'hui. Finalement, les racines sont là, et la manière de manager est encore très proche de ce qu'on faisait parfois au 19e siècle. Et donc, l'origine du management, c'est le taylorisme. Ça doit vous parler, hein, c'est cette organisation scientifique du travail, et qui a été importée en France, notamment par un grand industriel français qui s'appelait Henri Fayol, grand industriel au XXe siècle, et qui s'est beaucoup intéressé au sujet du management, et qui a écrit, lui, un livre à l'époque qui était un peu, on va dire, un best-seller, en tout cas le livre de référence de management, qui s'appelait Administration industrielle et générale. La couverture que je vous ai mise ici, elle date de 1917. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Henri Fayol, dès 1917, a écrit noir sur blanc ce qu'il appelait les grands principes managériaux, les grands principes du manager. Et je vais vous en montrer 5, et vous allez voir. Alors, j'ai fait exprès de vous les laisser dans le texte original. Alors, évidemment, il y a certaines formulations qui vont vous faire sourire, parce que voilà, il y a forcément, on est en 2024, on se replace dans le contexte de 1917, on n'exprimait pas les choses de la même manière, mais vous allez voir que si on les traduit dans le français plus contemporain d'aujourd'hui, vous allez voir que finalement les principes managériaux édictés par Henri Fayol en 1917, ils sont encore très actuels aujourd'hui. Le premier, c'est avoir une connaissance approfondie de son personnel. Bon, en gros, connaître ses collaborateurs. Là-dessus, c'est évidemment encore très d'actualité aujourd'hui dans le rôle d'un manager. Le deuxième, il est un peu plus violent, celui-là, c'est éliminer les incapables. Alors évidemment, il faut se replacer encore une fois dans le contexte de 1917. Aujourd'hui, évidemment, dans un livre de management, on ne lirait plus ça. Mais dans tous les cas, aujourd'hui encore, on peut s'interroger sur quand quelqu'un n'est vraiment pas fait pour le job sur lequel il est, comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour, dans un second temps, le mettre sur autre chose. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait réinterpréter les écrits d'Henri Fayol. Troisième point clé, donner le bon exemple. L'exemplarité, évidemment, ça reste aujourd'hui un élément attendu fort chez les managers en 2024. Celui-là, il est un peu plus alambiqué, mais réunir ses principaux collaborateurs en des conférences pour faire converger les efforts,
Mais si on le traduit simplement, c'est tout simplement réunir ses collaborateurs dans des réunions d'équipe, dans des réunions de service, pour aligner tout le monde. Et enfin, le cinquième et dernier principe du manager de 1917, c'est viser à faire régner dans le personnel l'activité, l'initiative et le dévouement. Voilà. Bon, là, c'est tout simplement en français décodé d'aujourd'hui, c'est faire en sorte de développer l'autonomie, la responsabilisation et l'engagement de nos collaborateurs. Donc, encore une fois, si j'interrogeais aujourd'hui des dirigeants ou des DRH sur quels sont pour vous les principes clés d'un manager en 2024, je suis certain qu'on retrouverait, en partie en tout cas, ces 5 points clés, encore une fois, traduits dans un français plus d'aujourd'hui. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la manière dont on manage aujourd'hui, elle remonte presque au début du XXe siècle. Or, évidemment, depuis 1917, il s'est passé quand même 2-3 choses. Et là, je vais plus nous reprojeter vers, en tout cas, le monde d'aujourd'hui, avant de nous projeter vers le futur. Et je voulais juste illustrer le bouleversement du monde qu'on a connu depuis 1917 et même depuis finalement, assez récemment, ces quelques années ou décennies, au travers de quelques chiffres clés. Le premier, que vous connaissez peut-être, hein, mais ça fait du bien parfois de se repencher sur des chiffres qui frappent comme ça. Le premier, c'est la durée de vie d'une compétence. En 1980, on estimait qu'une compétence, en tout cas technique, elle avait une durée de vie donc de l'ordre de 30 ans. Quand même assez longue, hein. C'est-à-dire que quand on se formait sur un sujet, sur une technique, sur une méthode, voilà, on savait qu'a priori, on allait pouvoir continuer à l'appliquer un certain temps. En 2020, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres plus récents. Elle a fondu comme neige au soleil. On est passé sur 5 ans. Donc voilà, on est quand même en train de vivre des bouleversements profonds. Autre bouleversement, la place du travail dans le cœur des Français. Évidemment, ce n'est pas du tout le même qu'en 1917 et même, vous allez le voir, encore moins qu'en 1990. Il y a une étude qui a été menée avec cette question qui était posée aux Français. Quelle place le travail occupe-t-il en termes de priorité pour vous, entre votre famille, vos amis et vos loisirs? La réponse des Français, c'était deuxième place, juste après la famille, mais devant les amis et les loisirs. La même question a été posée plus récemment, en 2022, et la coup dur pour le travail, qui se retrouve en quatrième place, les amis et les loisirs remontent devant. Donc on est en train de se dire qu'on manage dans les grands principes comme il y a plusieurs décennies, sauf que les compétences, par exemple, sont complètement chamboulées. La place du travail dans le cœur des Français aussi n'occupe plus du tout le même, en tout cas, n'a pas la même place dans le classement. Et puis, évidemment, il y a d'autres sujets environnementaux, des sujets de mondialisation qui existaient beaucoup moins, évidemment, dans les années 20-30. La crise du Covid qui a aussi beaucoup chamboulé le rapport au travail, j'en ai parlé. Et puis, évidemment, l'intelligence artificielle qui commence de plus en plus à pointer le bout de son nez et qui va, sans nul doute, bouleverser beaucoup la manière dont on exerce un certain nombre de métiers aujourd'hui. Et d'ailleurs, là-dessus, un dernier chiffre pour insister encore plus sur le fait que notre monde est en train de se transformer de plus en plus vite, je vais vous faire défiler quelques inventions et ruptures technologiques, et pour chacune d'entre elles, je vais vous mettre combien de temps on a mis pour atteindre le cap des 100 millions d'utilisateurs. Le premier, c'est le téléphone fixe. On a mis 75 ans à atteindre les 100 millions d'utilisateurs, donc quand même un certain temps. Internet, on a seulement mis 7 ans. Donc vous voyez bien que d'une innovation à l'autre, le temps d'appropriation, là aussi, fond comme neige au soleil. Instagram, c'est seulement 2 ans et demi. Donc on a atteint le cap des 100 millions d'utilisateurs d'Insta en 2 ans et demi. Et enfin, ChatGPT, je ne sais pas si vous savez en combien de temps est-ce qu'on a atteint le cap des 100 millions d'utilisateurs, mais c'est seulement 2 mois. Et nul doute qu'un prochain virage technologique, peut-être que ce sera en 2 semaines, peut-être que ce sera en 2 heures, un jour, qui sait. En tout cas, on voit bien comme, évidemment, notamment par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, comment l'appropriation d'un nouvel outil arrive de plus en plus vite. Et donc forcément, tout ça vient et viendra
perturber, percuter notre rapport au travail et donc forcément aussi notre rapport au management et à la manière de s'organiser collectivement. Alors, je reviens à cette histoire de problème managérial que je posais tout à l'heure. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là aujourd'hui? C'est vrai que quand on a un manager qui encadre plusieurs collaborateurs, ça peut poser question dans certaines organisations sur un pouvoir qui serait trop concentré. Pourquoi? Parce que forcément, si on a, par exemple, un manager qui est mauvais, au sens qui n'est pas à sa bonne place et qui fait des dégâts dans l'équipe, tout de suite, il va avoir un impact négatif sur plusieurs personnes. Et puis parfois, ça peut aussi amener des logiques de cours, entre guillemets, de flatterie, et des relations pas toujours très saines où finalement, du coup, le manager ayant droit peut-être sur des décisions de congé, sur des décisions d'organisation, de dossiers qui vont être attribués plutôt à telle personne qu'à telle autre, ça peut générer des manières de fonctionner qui ne sont pas toujours les meilleures. Le deuxième problème souvent, sur le modèle actuel, c'est que on cherche souvent ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire qu'on cherche chez un manager aujourd'hui beaucoup trop de choses. On cherche à la fois que ce soit quelqu'un qui ait une vue d'ensemble, une vue d'hélicoptère, comme on peut dire parfois, c'est-à-dire qui ait cette vision globale de l'organisation, cette vision globale du marché sur lequel il opère, des transformations de son environnement. On cherche aussi quelqu'un qui soit bon techniquement, qui soit très bon sur le métier sur lequel il est. Et on cherche aussi de plus en plus une posture plus de manager coach, c'est-à-dire quelqu'un qui soit en capacité d'écouter ses collaborateurs, de prendre du recul, de les faire réfléchir, de les faire se poser les bonnes questions. Et quand on se penche un peu sur ces 3 casquettes, et il pourrait y en avoir d'autres que je viens de vous évoquer, c'est pas toujours évident de trouver ça chez la même personne. Et donc, du coup, on se retrouve avec des collaborateurs qui sont un peu déçus parfois sur certains aspects. On va pas, par exemple, avoir des personnes qui sont des managers qui sont très bons pour donner des directives, mais qui sont très mauvais pour essayer d'aller chercher l'autonomie de leurs collaborateurs. Et puis, troisième point, souvent qu'on constate chez les managers et qui vont sans doute vous parler pour ceux qui encadrent des équipes et qui sont à l'écoute avec nous ce matin, c'est le manque de temps. Souvent, c'est la galère numéro 1 citée par les managers spontanément, parce qu'on a à la fois, on doit encadrer, accompagner, manager une équipe, et puis on a surtout aussi pas mal de sujets opérationnels à mener soi-même. Et donc, c'est ça qui n'est pas évident à gérer, c'est de jongler entre ces 2 casquettes de manager d'un côté et puis d'opérationnel, entre guillemets, d'autre. Voilà, donc c'est un peu ces 3 syndromes pour avoir échangé sur ces sujets auprès de centaines de managers, de dirigeants. C'est un peu les 3 principaux syndromes qui expliquent que les managers sont fatigués d'un côté et que la qualité de la relation managériale laisse parfois à désirer. Et c'est pour ça que si on se projette à quoi pourrait ressembler le management dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en tout cas vous donner des pistes de réflexion avant de revenir à des choses plus concrètes et plus actionnables dès aujourd'hui, je voulais vous inviter à avoir un schéma de pensée un peu différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des schémas en général avec cette organisation très pyramidale dans nos organisations, avec un manager qui encadre N collaborateurs. En fait, la réflexion que je voulais vous pousser ce matin, c'est d'inverser la pyramide et de se dire pourquoi pas demain avoir N managers qui accompagnerait un collaborateur. Je vais m'expliquer parce que peut-être que vous dites oula, de quoi il parle Ludovic, qu'est-ce qu'il a mis dans son café ce matin pour nous présenter ça. En fait, la vertu d'un modèle comme celui-là, donc qu'on pourrait appeler de multi-management, c'est-à-dire pas avoir une seule personne qui vous accompagne dans votre rôle, mais potentiellement plusieurs. L'intérêt de ça, le premier, c'est que le pouvoir est dilué. Donc tous les problèmes que j'évoquais sur un mauvais casting potentiellement auraient des impacts limités puisque cette personne serait accompagnée d'autres. En fait, il faut imaginer une sorte de comité d'accompagnement autour du collaborateur, peut-être de 2 personnes, de 3 personnes. Et donc mécaniquement, on dilue le pouvoir. Deuxième vertu, c'est qu'on peut aller chercher des profils plus spécialisés. Se dire, tiens, moi j'imaginerais bien Jean-Michel et Sarah pour m'accompagner,
parce que Jean-Michel, il est hyper bon techniquement sur tel domaine et dans mon métier, je vais avoir besoin de son aide fréquemment. Et puis, peut-être demander à Sarah aussi de m'accompagner plus justement sur cette dimension un peu plus coach, parce que Sarah, je sais que dès que je discute avec elle, elle me fait prendre de la hauteur spontanément, elle me fait réfléchir et elle arrive à me débloquer un certain nombre de problèmes assez rapidement. Et la notion de choisi, alors là, elle est un peu plus provocante, cette proposition, ou en tout cas, elle est un petit peu plus en décalé, hein, j'en ai conscience. C'est pourquoi pas à l'avenir que les collaborateurs choisissent leur manager. Pourquoi? Parce qu'en termes de légitimité, aujourd'hui, quand on est manager, on peut avoir un peu ce syndrome de l'imposteur, se dire est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que j'ai de la légitimité vis-à-vis de mes collaborateurs? Parce que parfois, on peut se retrouver un peu parachuté sur ces rôles-là. Si demain on est choisi par ses collaborateurs, forcément en termes de légitimité, c'est beaucoup plus puissant. Et puis, le troisième point, c'est que mécaniquement, s'il y a plus de monde qui manage, et peut-être que demain, ça ne s'appellerait plus manager en tant que tel, mais peut-être plus des accompagnateurs, par exemple, ou voilà, d'autres termes qui existent dans la langue française. Qui dit plus de monde pour accompagner un collaborateur, ça veut dire une charge managériale diluée sur plusieurs personnes, et donc mécaniquement avoir plus de temps et donc moins avoir le sentiment de courir après ce temps. Alors encore une fois, hein, j'ai conscience que cette notion de multi-management, elle pose beaucoup de questions, qu'elle est hyper intéressante sur le papier et qu'à mettre en œuvre, elle serait plus complexe à mettre en place. Alors il y a certaines entreprises dans le privé hein, qui ont déjà commencé à mettre en place ces notions de multi-management. Il y a par exemple dans l'univers de l'assurance santé, une société qui s'appelle Alan, qui a commencé à expérimenter des rôles de manager très spécifiques. Il y a une plateforme sur l'emploi qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui a commencé aussi à travailler sur des réflexions autour de ce multi-management. Donc voilà, il y a des premières initiatives qui sont mises en place. Et puis après, je pense qu'aussi, il y aura nécessairement besoin d'un référent dans tous les cas pour trancher, pour décider. Parce que parfois, il faut savoir trancher et décider. Mais voilà, néanmoins, il y a un essoufflement, en tout cas, il y a un modèle qui est à la fois très résilient, parce qu'il existe depuis le XXe siècle sur cette pyramide, mais il y a des réflexions peut-être à avoir pour mettre un petit peu plus de flexibilité. On parle beaucoup de flexibilité du travail comme solution aussi pour répondre aux nouvelles attentes des nouvelles générations sur le marché du travail. L'enjeu dans ce que je propose, c'est d'apporter un peu de flexibilité dans le management pour avoir donc différents profils. Et on peut imaginer un comité d'accompagnement peut-être un peu plus éphémère, parce que mes besoins aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes dans 2 ans. Or, aujourd'hui, en général, quand on a un manager et quand on reste dans l'équipe et que le manager reste en place, on garde le même manager pour un temps indéterminé. Pourquoi pas avoir une équipe qui m'accompagne pendant 6 mois, pendant 1 an, et après rediscuter au bout d'1 an pour se dire est-ce que je suis toujours la bonne personne pour t'accompagner. Voilà, c'est aussi ça le genre de piste que je vous propose ce matin. Et puis en fait, ce qui est intéressant aussi avec ce modèle-là, c'est que ça ouvre des pistes de perspectives d'évolution aussi plus grandes à plus de monde, plutôt que d'avoir systématiquement ces goulets d'étranglement où en fait voilà, la pyramide, elle a ses limites aussi parce qu'il y a quelques places uniquement de managers dans l'organisation. Et donc, parfois, quand on l'a pas, on peut être frustré, déçu, et souvent, la place est bouchée quand même pour un bon moment. Alors, maintenant que je vous ai projeté vers le futur avec ce modèle de multi-management, où encore une fois, hein, vous êtes peut-être dit, mais ouais, il va quand même un peu fort, Ludovic, avec ces histoires de multi-management. Ce que je vous propose maintenant, c'est de réatterrir sur la dernière ligne droite de mon intervention, plus dans le présent, pour se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire finalement dès aujourd'hui pour aller un cran plus loin dans mon management, m'inspirer d'autres pratiques et m'assurer que je mets tout ce que je peux mettre en œuvre vis-à-vis de mon équipe pour toujours mieux l'accompagner. Et ce que je vais vous partager est très vrai aussi, plus sur du management de projet aussi, c'est-à-dire sans forcément de lien hiérarchique, mais vraiment quand
quand on accompagne un projet et quand on essaye d'insuffler une dynamique collective, ce dont je vais vous parler est aussi tout à fait valable. Je vous le disais en introduction, j'ai eu la chance donc d'aller à la rencontre de plusieurs centaines de managers et j'ai essayé de comprendre, encore une fois, ce qui fait la différence sur le terrain entre une équipe plus engagée qu'une autre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait systématiquement 5 grands piliers, 5 grands besoins qu'il fallait réunir et auxquels il fallait répondre auprès de son équipe pour l'avoir la plus engagée possible. Et pour faciliter la mémorisation de ces 5 piliers, je les ai réunis autour de cet acronyme, donc DREAM, rêve en anglais, puisque les 5 lettres D-R-E-A-M sont les initiales des 5 piliers en question. Donc vous avez le D de direction, c'est-à-dire est-ce que mon collaborateur trouve du sens à ce qu'il fait chaque matin? Est-ce qu'il comprend la stratégie de notre service, de notre équipe? Est-ce qu'il comprend à quoi on sert? À quoi il va servir finalement? Pourquoi est-ce qu'il se lève chaque matin? Ensuite, il y a le R de reconnaissance. Est-ce qu'il se sent valorisé dans son rôle au quotidien? Après, il y a le E d'environnement social, tout ce qui a trait à l'ambiance dans l'équipe. Est-ce qu'il a plaisir à retrouver ses collègues chaque matin? Après, il y a le A d'autonomie. Est-ce qu'il se sent responsabilisé à son juste niveau? Et enfin, il y a le M de monter en compétence. Est-ce qu'il a le sentiment d'apprendre régulièrement de nouvelles choses? Et dans les prochaines minutes, je vais juste vous partager une ou deux idées par pilier pour un peu nourrir vos pratiques au quotidien. Encore une fois, hein, que vous soyez sur une fonction vraiment très hiérarchique ou une fonction un petit peu plus de management, on va dire transversale. Je vais commencer avec le premier, qui est le D de direction. Et je vais faire le parallèle avec cette publicité pour illustrer ce premier pilier, qui est une publicité que vous reconnaissez sans doute parce que c'est une pub assez iconique qui date de 1997 pour la marque Apple. Je pense que ça, pour le coup, vous l'aviez sans doute deviné. Et Steve Jobs, à l'époque, donc évidemment patron d'Apple, avait décidé de retenir cette proposition de l'une des agences qu'il avait sollicitées parce que Steve Jobs, ce qu'il avait vite compris, c'est que parfois, pour engager des collaborateurs, il fallait souvent commencer plutôt par la notion de pourquoi plutôt que de parler du quoi ou du comment. Je m'explique. Ici, c'est une publicité qui est là pour promouvoir les ordinateurs Apple. Or, vous le voyez, on ne voit pas d'ordinateur sur cette pub. Et c'était en 1997 très novateur. On ne s'en rend pas forcément compte là en la voyant aujourd'hui, mais c'était très nouveau de ne pas montrer d'ordinateur, de ne pas parler de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il a mis de côté le quoi, les ordinateurs, il a mis de côté le comment, c'est-à-dire les fonctionnalités, parce qu'il aurait pu nous parler de vitesse de microprocesseur, il aurait pu nous parler de design. Non, en fait, il a décidé de remonter d'un cran sur la notion du pourquoi. C'est-à-dire que là, au travers de ce slogan minimaliste, eh bien, il a préféré nous faire véhiculer le message suivant qui est: pourquoi est-ce que vous devez consommer nos produits Apple? Sous-entendu, si vous achetez nos ordinateurs, en les utilisant, vous serez plus différenciant, plus innovant justement, vous sortirez des sentiers battus et donc au final, vous serez plus, on va dire, plus performant probablement. Deuxième exemple, plus contemporain celui-là, c'est Elon Musk. Alors évidemment, je ne vais pas prendre Elon Musk comme modèle de manager, on s'entend, mais dans l'une de ses entreprises, en l'occurrence SpaceX, ils ont eu une idée, alors je ne sais pas si elle vient de lui, impossible à savoir, mais ils ont eu l'idée de faire placarder des photos de conquête spatiale dans tous les bureaux. Donc qu'on soit chez les ingénieurs, au marketing, au service courrier, il y a ces photos de conquête spatiale partout. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Parce que justement, ça leur permet de réexposer chaque collaborateur au quotidien sur la grande mission de SpaceX. C'est-à-dire que même si je suis au service courrier, ça me rappelle que je suis le maillon d'une grande chaîne qui permet au bout du bout d'envoyer des gens dans l'espace. Même si d'ailleurs le grand pourquoi de SpaceX et le grand rêve un peu fou d'Elon Musk, c'est d'aller coloniser Mars. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, en tout cas, je trouve que c'est un exemple très concret de comment rappeler régulièrement à ses collaborateurs finalement à quoi ils servent et de les faire se détacher du micro quotidien sur lequel ils travaillent pour reprendre un peu de hauteur sur le grand projet collectif auquel on fait partie. Tout ça pour dire, si je reviens un petit peu plus sur terre, que la notion du pourquoi
elle est parfois oubliée quand on manage au quotidien, dans l'urgence du quotidien. Mais pour autant, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en 4 exemplaires, le pourquoi, ça doit être un mot, une sorte de mantra en fait quand on est manager. Et au quotidien, il faut toujours prendre le temps de réexpliquer le pourquoi des choses. Pourquoi on organise telle réunion? Pourquoi on met en place tel nouveau process? Pourquoi est-ce qu'on lance tel nouveau projet? En général, quand on est manager, on a beaucoup d'informations que les autres n'ont pas. Et donc, eh bien, ça nous paraît tellement évident à nous qu'on part du principe que c'est évident dans la tête de nos collaborateurs. Et souvent, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas hésiter à reprendre les fondamentaux, les basiques. Et la direction, ça passe aussi par toujours réexpliquer le pourquoi des choses et toujours commencer, par exemple, une réunion sur pourquoi on fait cette réunion, à quoi elle va servir. Toujours replacer du contexte. C'est ça qui fera au quotidien que vos collaborateurs, chaque jour, comprendront encore un peu mieux à quoi ils servent, à quel grand projet ils participent. Je vous propose d'enchaîner maintenant sur le deuxième pilier, le R de reconnaissance. Est-ce que je suis valorisé ou non dans mon job? Et là, je voulais essayer de vous faire deviner, en tout cas dans vos têtes, à chacune, chacun, un autre chiffre. Est-ce que vous savez, sur 100 salariés français, combien disent manquer de reconnaissance au travail? Bon, là, pareil, hein, vous doutez que le chiffre est assez élevé. La bonne réponse, c'est 70%. Donc bon, je pense que ça fait partie aussi du genre humain de toujours aller chercher de la reconnaissance qu'on n'aura pas forcément. Donc je pense que dans tous les cas, c'est un chiffre qui ne tendra jamais vers zéro. Pour autant, quand on voit ce chiffre, on vit dans ce que j'appelle moi une sorte de désert de la reconnaissance. C'est-à-dire on est tous et toutes probablement, sans forcément s'en rendre compte toujours, contributeurs, contributrices de ce désert de la reconnaissance. Et sur le sujet, je voulais faire le parallèle avec un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Je ne sais pas si certains ici l'ont lu. C'est un livre qui n'a rien à voir avec le management. C'est un livre sur les couples. D'ailleurs, donc peut-être que dans les prochaines minutes, ça va vous faire réfléchir à vos différentes relations. D'ailleurs aussi, ça marche aussi, je trouve, assez bien sur le plan amical. Les 5 langages de l'amour, c'est un livre donc, qui a été écrit par un Américain qui s'appelle Gary Chapman. Et en gros, pour vous expliquer le concept, si jamais vous ne l'avez pas lu, lui, il a retenu 5 grandes manières de montrer notre attachement à l'autre. Je vous les affiche à l'écran. Vous avez le fait de se rendre des services, les cadeaux, le contact physique, les paroles valorisantes et enfin le fait d'octroyer, de passer des moments de qualité avec l'autre. Et donc, il nous explique qu'il y a ces 5 grands besoins, ces 5 grands langages qu'il a retenus. Et ce qu'il nous explique dans son livre, c'est qu'on a tendance à utiliser le langage auquel nous sommes le plus sensibles pour montrer notre attachement à l'autre, mais sans se poser la question suivante, quel est le vrai langage de la personne qui est en face de moi? Je vais prendre un exemple. Imaginons que moi, je sois très sensible au fait de recevoir des cadeaux. Bah, du coup, je vais avoir tendance à la personne en face de moi à lui offrir plein de cadeaux, à la couvrir de cadeaux. Sauf que, en réalité, bah, c'est peut-être pas du tout son langage. Et peut-être que le langage de la personne, c'est plutôt les moments de qualité. Et donc, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent pour une belle montre, parce que moi, comme c'est mon langage, j'aurais été très sensible au fait qu'on m'offre une belle montre, bah, je gagnerais tout simplement à mettre mon téléphone en mode avion quand je dîne avec la personne, plutôt que d'être toutes les 2 minutes pendu à mes dernières notifications WhatsApp ou Instagram. Et, et vraiment de passer du temps de qualité avec la personne, c'est peut-être ça que la personne valorise beaucoup plus. Je vais prendre un autre exemple. Vous savez, c'est les enterrements de vie de garçon ou les enterrements pardon, de vie de jeune fille. Combien de fois les témoins organisent le week-end dont ils auraient rêvé pour eux-mêmes sans forcément se poser la question, bah, est-ce que ça va vraiment plaire à notre copine ou à notre copain? Donc c'est vraiment ça le principe des langages de l'amour. Et si je fais le parallèle avec le monde de l'entreprise ou de vos organisations et eh bien de votre relation avec ceux qui vous entourent au travail, bah, en fait, là aussi, on a chacun nos propres manières d'être valorisés. Et il y a un travers parfois dans lequel on tombe quand on est manager, c'est d'utiliser le levier auquel nous sommes sensibles pour ceux qui nous entourent, alors que potentiellement, ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous partager une anecdote, moi, qui m'est arrivée, c'était à peu près il y a 8 ans, je manageais une équipe d'une dizaine de personnes, et en fait,
il y avait une personne dans mon équipe qui avait super bien travaillé. C'est quelqu'un vraiment qui avait sorti de terre un projet très compliqué à sortir de terre. Et je m'étais dit, bah tiens, il y a là le grand séminaire annuel de l'entreprise. C'était une boîte de 500 personnes environ. Et je m'étais dit, bah tiens, ça peut être l'occasion de mettre en avant cette personne. J'étais allé voir le directeur général de l'entreprise en question, qui était quelqu'un en plus qui n'était pas facile à manœuvrer. Et j'étais allé voir cette personne en lui disant, bah, est-ce que c'est possible de réussir à avoir 5 minutes dans l'agenda de cette journée pour que la personne en question puisse venir parler de ce projet-là devant toute l'entreprise. J'avais réussi à obtenir ces 5 minutes. Et donc, je suis allé voir la collaboratrice en question, tout content de moi et tout content pour elle, en lui disant, super nouvelle pour toi, tu vas pouvoir parler de ton projet devant tous les collaborateurs, ça va être génial pour toi, pour te mettre en avant, etc. Et en fait, la personne, je m'attendais à ce qu'elle soit autant contente que moi, voire plus, qu'elle me remercie, voilà. Et en fait, au contraire, ça a été une très mauvaise nouvelle pour elle. Elle s'est refermée comme une huître et j'ai plus entendu parler d'elle pendant les jours qui ont suivi. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était un cadeau empoisonné pour elle parce qu'en fait, parler devant 500 personnes, ça la traumatisait. Ce qui peut évidemment complètement se comprendre. Et donc, je suis tombé dans ce travers-là, c'est-à-dire que moi, j'aurais adoré qu'on me propose ça. Donc, je suis parti du principe que la personne allait aussi adorer ça. Et sauf que on oublie parfois dans son quotidien de management la chose la plus évidente sur les relations humaines, mais c'est que l'autre n'est pas moi. Chacun fonctionne différemment et parfois, dans l'urgence du quotidien, on peut avoir tendance à l'oublier. Et là, je vous ai mis 4 exemples sur la slide que je vous mets. Les moments de qualité, pour certains, c'est hyper important. Pour d'autres, ça l'est pas. Avoir son manager qui s'arrête à son bureau pour parler du dernier match de foot ou de la victoire des Français sur les All Blacks, si la personne est fan de rugby, bah, il y en a qui vont adorer ça. Et puis il y en a d'autres, au contraire, bah, en fait, franchement, ça va pas du tout leur parler, ou au contraire, ils vont trouver ça un peu trop intrusif. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a chacun nos manières de valoriser, d'être valorisé. Et donc, il faut faire attention de ne pas copier-coller ses propres attentes, ses propres besoins sur ceux de ses collaborateurs. Il faut vraiment personnaliser l'approche collaborateur par collaborateur. J'avance maintenant, dernière ligne droite, sur le troisième pilier qui est le E d'environnement social. Donc tout ce qui a trait à l'ambiance dans l'équipe. Et là-dessus, je vais faire le parallèle avec une autre entreprise que vous connaissez sans doute aussi, qui s'appelle Pixar. Vous savez, c'est un studio d'animation derrière lequel se cachent beaucoup de blockbusters comme Toy Story par exemple. Et Pixar, on ne le sait pas forcément, mais ça a été cofondé par 3 personnes, dont on le retrouve, notre fameux Steve Jobs. Et si je vous parle de Steve Jobs et de Pixar, c'est parce que les 3 associés ont pris une décision qui peut paraître un peu étonnante, c'est d'écarter Steve Jobs de tous les brainstorming, tous les moments de réflexion collective. Ils ont décidé d'écarter Steve Jobs, ce qui peut paraître étonnant parce que c'était évidemment quelqu'un d'éminemment créatif. Et je ne sais pas vous, mais moi, si j'avais eu la chance d'avoir Steve Jobs chez Dream Team, bah, j'aurais été content probablement de le faire venir à mes brainstorming. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? C'est parce que Steve Jobs mettait à mal ce qu'on appelle la sécurité psychologique de l'équipe. Alors, la sécurité psychologique, qu'est-ce que c'est? Si vous n'êtes pas familier de la notion, ça peut faire peur comme ça, mais c'est quelque chose d'assez simple. C'est le fait que l'équipe ne va pas me juger, ne va pas me punir, ne va pas me rejeter si j'apporte une nouvelle idée. Et le problème de Steve Jobs, c'est que aussi brillant était-il, et c'était peut-être parce qu'aussi il était trop brillant pour les autres, dès que quelqu'un apportait une nouvelle idée, bah, en fait, il la cassait en public, il la trouvait jamais assez bien, et donc au final, plus personne n'osait l'ouvrir, plus personne n'osait apporter de nouvelles idées. Donc, la notion de sécurité psychologique, de manière plus concrète encore, comment est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que dans mon équipe, il y a un haut niveau de sécurité psychologique? Le premier indicateur, c'est est-ce que vous avez des collaborateurs qui osent être eux-mêmes? Ou est-ce que vous avez des gens qui, dès que vous rentrez dans la salle, changent d'attitude, changent de sujet de discussion, et vous sentez qu'en fait, ils portent un masque et qui ne sont pas tout à fait qui sont pas les mêmes, en tout cas, qui sont très différents quand vous êtes là. Deuxième, c'est est-ce que vous avez des collaborateurs qui sont encouragés à remonter des problèmes? En gros, est-ce que vous avez des collaborateurs qui vous disent toujours oui, tout va bien, pas de problème, alors qu'en réalité, il y a des difficultés, mais qu'ils n'osent pas vous en parler? Voilà, si vous avez des collaborateurs qui spontanément s'ouvrent à vous et qui vous disent ce qui ne va pas, bah, c'est a priori bon signe.
Troisième indicateur, c'est est-ce que vous avez des collaborateurs qui se sentent libres de demander de l'aide aux autres? Donc, s'il y a de la solidarité spontanée qui se met en place dans l'équipe, là aussi, c'est très bon signe. Et enfin, c'est est-ce que vous avez des collaborateurs qui osent être en désaccord avec vous sans risquer de représailles? Donc, par exemple, en réunion d'équipe, si vous avez un collaborateur qui lève la main pour dire bah, tiens, là, ce que tu dis, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je vois ci, comme ça, bah, discutons-en. Là aussi, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'a priori, les gens se sentent libres de parler. Vous avez compris, hein, c'est la liberté de parole si je devais résumer la notion de sécurité psychologique. Si je vous en parle d'ailleurs, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est notamment Google qui a mis en lumière cette notion-là, parce qu'ils ont fait une vaste étude sur 3 ans, sur environ plus de 150 équipes sur différents pays. Et en fait, ils s'intéressaient à la question suivante, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est plus performante qu'une autre? La réponse à cette question, le premier critère, celui qui impactait le plus la performance d'une équipe, c'était le niveau de sécurité psychologique. En clair, plus le niveau de sécurité psychologique d'une équipe est élevé, plus l'équipe sera performante. Et quand on voit les critères que je vous affiche sur la slide, on comprend rapidement pourquoi. Parce que si vous avez des collaborateurs qui jouent un rôle, qui ne remontent pas les problèmes, ou en tout cas qui alertent trop tardivement, qui ne vont pas aller chercher l'aide des uns et des autres, qui sont chacun dans leur truc et qui jouent surtout pas le jeu du collectif et de la solidarité et qui gardent leur désaccord pour eux et qui apportent jamais de contradictions constructives, bah, on comprend bien qu'effectivement, c'est une équipe qui est probablement dysfonctionnelle, défaillante et qui aura du mal à être performante. Alors, avant-dernier pilier que je voulais évoquer rapidement, c'est l'autonomie. Est-ce que je me sens responsabilisé à mon juste niveau ou pas? Et là-dessus, je voulais vous parler d'un sujet de posture, parce que quand on est face à un interlocuteur, à un collaborateur, on a 2 grandes postures possibles. On a la posture haute, qui consiste à se positionner comme un sachant. Donc, on va partir du principe qu'on sait mieux que son interlocuteur. On va partir du principe qu'on a plus d'expérience, plus de compétences que lui. Et donc, on va lui dire quoi faire et comment le faire. Donc, on va être relativement directif. Et après, il y a une deuxième posture possible, qui est ce qu'on appelle la posture basse. La posture basse, c'est l'inverse. On part du principe qu'on ne sait pas mieux que l'autre. Et donc, plutôt que de lui dire quoi faire et comment le faire, bah, en fait, on va lui poser des questions. Donc, plutôt que de lui apporter des solutions, on va le questionner. Donc là, je vous ai mis 4 questions qui sont pour moi ce que j'appelle le couteau suisse du manager, le kit de survie du manager, qui sont des questions qu'on est censé poser régulièrement à ses collaborateurs. Quel est ton besoin? Comment je peux t'aider? Tu en penses quoi, toi? Comment tu ferais? Vous voyez, ce sont des questions qui invitent le collaborateur à synthétiser un problème, à synthétiser un rôle que vous pourriez jouer, à synthétiser un plan d'action qu'il va mettre en place. Et vous voyez que ce n'est pas toujours naturel parce qu'on peut avoir tendance, pardon, notamment quand on est manager, à apporter les solutions, à donner nos réponses. Et en réalité, il y a plein de moments où c'est hyper utile et pertinent d'utiliser la posture basse pour responsabiliser son collaborateur, le faire réfléchir, quitte à vous ensuite apporter vos pistes de réponse. Et je vais faire le parallèle. Alors, je vous ai mis cette photo d'hippopotame. Vous pouvez vous demander là aussi, mais qu'est-ce que ça vient faire dans une présentation sur le management? Je vous l'ai mis parce que en fait, la photo me faisait rire, parce qu'en réalité, la notion de hippo que je veux aborder ici, c'est un acronyme anglais pour Highest Paid Person's Opinion. En traduction littérale, ça donne l'opinion de la personne la mieux payée et donc en général la plus gradée. Donc en général, le manager quand il est avec son équipe. Et si je vous parle de ça, c'est parce que parfois, on peut avoir tendance à écraser, au sens évidemment littéral du terme, son équipe. C'est-à-dire que, en fait, on peut avoir tendance à donner trop rapidement son avis, trop rapidement son opinion et à biaiser en fait les échanges et l'intelligence collective qui pourrait arriver dans l'équipe. Je prends un exemple. Vous êtes avec votre équipe et vous devez trancher entre l'option A et l'option B. Eh bien, si dès le début de la réunion, vous dites que vous, à titre personnel, vous penchez plutôt pour l'option B, bah forcément, la suite des échanges sera totalement biaisée, c'est-à-dire que vous aurez certains collaborateurs, sans doute, qui risquent
de se ranger derrière votre opinion alors qu'il pensait A. Et donc, on va perdre en aspérité, on va perdre en contradiction, en richesse des points de vue. Et donc, au final, on va perdre en ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et donc, on risque de prendre une mauvaise décision. Et donc, attention, quand on est avec son équipe, à justement essayer de se mettre en retrait, à se mettre, quand c'est pertinent, hein, bien sûr, en posture basse, et de plutôt faire un tour de table en finissant par son propre avis pour bénéficier de la richesse des points de vue de ses collaborateurs. Et je vais l'illustrer aussi par une pratique chez Air France, alors que moi, j'ai appelé le capitaine en dernier, qui ne s'appelle pas complètement comme ça chez eux. Et en fait, il y a certaines situations où dans un cockpit Air France, le commandant de bord, qui est en l'occurrence le manager, a obligation de demander à son copilote, le manager, en fait, face à une situation, comment est-ce qu'il ferait? Par exemple, entre l'option A, l'option B et l'option C, si tu étais seul dans ce cockpit, quelle option tu retiendrais avant même de s'exprimer? Et en fait, en faisant ça, bah, il est dans la posture basse à fond et le collaborateur, donc le copilote, ne peut pas venir en contradiction de son manager puisque son manager ne s'est pas encore exprimé. Et c'est pas parce que le copilote dit ah moi je pense qu'il faut faire l'option C ben, que le manager retiendra nécessairement l'option C, mais en tout cas ça va venir nourrir sa réflexion sans filtre où le collaborateur bah, se sera livré pleinement. Donc voilà, retenez ces images, enfin en tout cas ces postures, posture haute, posture basse. On est un peu trop souvent en posture haute face à un collaborateur, alors que la posture basse a beaucoup de vertus. Et enfin, dernier pilier pour conclure, c'est le M de monter en compétence. Donc le fait d'avoir le sentiment d'apprendre de nouvelles choses, de progresser. Et moi, j'ai pour habitude de dire qu'un collaborateur qui n'apprend plus a déjà un pied dehors. Donc là aussi, c'est au sens figuré, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui a le sentiment de stagner, de ne plus apprendre de nouvelles choses, bah, c'est quelqu'un qui, à terme, forcément, sera moins stimulé, moins engagé. Et pour illustrer cette notion, je vous ai mis ici un schéma assez simple où il y a 3 couleurs. En bas, vous avez la zone de confort en vert. Donc là, c'est cette zone où votre collaborateur, il est comment dire, bah, en mode pilote automatique, justement, pour reprendre l'image de l'avion. Il n'est pas du tout challengé, comme on dit. Il fait son job les yeux fermés, il le maîtrise parfaitement, il n'y a aucune difficulté. Et à l'inverse, en rouge, je vous ai mis ce que j'ai appelé la zone d'échec. La zone d'échec, c'est la mission, la tâche sur laquelle travaille un collaborateur est trop difficile par rapport à ses compétences et son expérience, et donc il ne va pas y arriver, il sera en situation de difficulté, voire d'échec. Et entre les deux, je vous ai mis en bleu ce que j'ai appelé la zone de déséquilibre, qui est une zone très intéressante à travailler avec ses collaborateurs parce qu'on les sort suffisamment de leur zone de confort pour qu'ils apprennent de nouvelles choses, mais pas trop non plus pour éviter de tomber dans les travers de la zone d'échec que j'ai évoquée. Là-dessus, je vais faire le parallèle avec le tennis et notamment Rafael Nadal. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité tennistique de ces dernières semaines, presque derniers mois. Nadal a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Et bon, alors, je ne sais pas si ici il y en a qui jouent au tennis. Moi, je fais un peu de tennis, mais vraiment un tout petit niveau. Si demain je m'amusais à jouer contre Rafael Nadal, je me dirais peut-être, tiens, il est en bout de course, il est pas du tout au top physiquement, il a mal aux pieds. Bon, il y a peut-être une chance si je joue contre lui. Bon, évidemment pas que je gagne le match, mais peut-être que je vais faire certains beaux points, certains beaux coups, et je vais peut-être réussir à le surprendre par certains côtés. Alors qu'en réalité, si je jouais contre Rafael Nadal, même aujourd'hui, je me ferais évidemment éclater 6-0, 6-0, 6-0. Il n'y aurait pas grand-chose à parier sur le score. Peut-être qu'on pourrait faire un pari sur la durée du match. Est-ce que le match durait 12 minutes, 16 minutes ou 24 minutes? Mais je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose d'autre à parier. Et en fait, je vais me retrouver dans cette fameuse zone d'échec. C'est-à-dire que ben, le niveau du joueur en face de moi sera beaucoup trop élevé. Le problème de ça, c'est que je ne vais pas toucher une balle. Je vais sortir du cours exténué. Et surtout, je vais sortir du cours en me disant que en fait, je ne vaux pas grand-chose en tennis et que je suis vraiment très, très mauvais. Et je vais sans doute bah, mettre du temps avant de vouloir retourner, en tout cas, sur un cours. Et, et c'est ça, en fait, la notion de zone d'échec. Et que bah, le problème de ça, enfin en tout cas en tennis, et c'est vrai dans beaucoup d'autres sports, ce qui est intéressant, c'est de jouer contre quelqu'un d'un peu meilleur que soi. Parce qu'en fait, mécaniquement,
on va élever son niveau de jeu, on va sortir des coups qu'on ne pensait pas être capable de sortir, on va, on va se surprendre positivement. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va gagner le match, mais ça veut dire que je vais sortir du cours en étant fier de moi, en ayant le sentiment d'être un peu meilleur qu'avant de rentrer sur le cours. Et c'est vraiment ça, cette notion de zone de déséquilibre, et c'est en ça qu'elle est vraiment intéressante. Alors, voilà, je viens de vous balayer, on a fait un saut dans le passé pour revenir un peu aux origines du management. On a compris que le management tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, il tire justement ses racines du XXe siècle, que ça peut expliquer en partie, parce que le monde a tellement évolué depuis, mais les pratiques managériales ont évolué beaucoup moins vite. Ça peut expliquer ce décalage et ce souffle à retrouver dans notre modèle managérial. Je vous ai évoqué cette projection sur le futur du management et un potentiel multi-management, en tout cas comme piste de réflexion. On est revenu plus dans le présent au travers de cet acronyme DREAM sur comment, dès cet après-midi, faire mieux avec mon équipe. Et là, je vous ai présenté ces 5 piliers DREAM. Et pour conclure, et ce sera mon mot de la fin, s'il y a une chose que je souhaiterais que vous reteniez, entre autres, de mon intervention, c'est que les 5 piliers que je viens de vous présenter, en fait, sont avant tout les 5 besoins fondamentaux de chacun de vos collaborateurs. Et le rôle du manager en 2024 et encore plus pour les années à venir, c'est vraiment de comprendre quel est le moteur de chacun. Et moi, ce que je vous invite à faire, si jamais ça vous parle, c'est à, pourquoi pas, échanger avec vos différents collaborateurs ou votre propre manager, si vous n'encadrez pas d'équipe directement, sur ces 5 besoins, de les présenter à chacun de vos collaborateurs et de leur demander quel est le besoin pour toi le plus important parmi les 5. Quel est le plus vital pour toi? Et vous allez vous rendre compte que chacun a ses propres besoins et que peut-être pour Jean-Michel, à l'instant T, ce sera la reconnaissance et que pour Sarah, ce sera plutôt l'autonomie. Et ça, c'est une première question à poser. Et la deuxième question à poser, c'est, OK, tu m'as dit que c'était l'autonomie. Eh bien, aujourd'hui, ta jauge d'autonomie, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle est plutôt sur la gauche, sur la réserve, c'est-à-dire que c'est un besoin aujourd'hui qui n'est pas du tout nourri, ou est-ce qu'à l'inverse, elle est beaucoup plus vers la droite, parce que en fait, aujourd'hui, tu te sens vraiment responsabilisé à ton juste niveau, et du coup, ça te va bien. Et en fait, ces questions-là, elles sont très rarement posées entre un manager et un collaborateur. Pourtant, c'est ça qui fait toute la différence, parce que quand vous avez un collaborateur qui a son besoin fondamental euh, le plus nourri possible, en fait, c'est ça qui va faire que vous avez un collaborateur qui ne se pose pas de questions, dans le bon sens du terme, qui va finalement dérouler sa partition et qui retrouve dans son travail du quotidien ce qu'il vient y chercher. Et la plupart des managers en France ne se posent pas ce genre de questions. C'est-à-dire que les jauges qui sont virtuellement au-dessus de leurs collaborateurs, ils s'en occupent pas du tout. Et c'est ce qui fait que la jauge fondamentale, elle finit par, en général, quand on s'en préoccupe pas, elle se vide chaque jour un peu plus, jusqu'à atteindre la réserve. Et là, vous avez un collaborateur du coup qui est plus du tout dedans, qui va faire le strict minimum et qui donc sera plus du tout engagé. Donc tout ça pour dire, et donc ce sera mon mot de la fin, que le rôle du manager en 2024 et encore plus donc pour les années à venir, c'est vraiment de se pencher sur les moteurs de chacun et c'est ce qui vraiment fait la différence entre un manager, on va dire gestionnaire, qui est là juste pour gérer un service, piloter une équipe, et puis un manager qui se positionne véritablement comme un partenaire de la réussite de chacun de ses collaborateurs. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'ai conscience que c'était assez dense, hein. C'est un challenge pour moi à chaque fois de réfléchir à des formats comme cela pour essayer de vous faire passer un maximum de notions, d'idées en un minimum de temps. Je vois que vous êtes 133 toujours connectés, donc a priori c'est bon signe, vous êtes restés jusqu'au bout avec moi et j'en suis ravi. Et puis maintenant, l'idée c'est qu'on prenne justement quelques minutes peut-être pour échanger sur des questions éventuellement que vous auriez. Donc Thomas, je te laisse peut-être Oui, reprendre la main. oui, oui, merci beaucoup Ludovic pour cette présentation. Alors, comme habituellement, je vous invite à lever la main sur Teams. Donc, ça va ordonner en fait le passage des questions. On a une grosse quinzaine de minutes pour ces questions et je vais activer vos micros et vous dire quand est-ce que vous pourrez l'allumer. Je vais commencer euh, par la première question de Nadège. Nadège, tu peux allumer ton micro et poser ta question. Oui, merci Thomas et merci beaucoup Ludovic.
J'avais juste une question en fait. Je me dis dans quelle mesure, moi je trouve que je suis pas du tout manager, mais je me dis que ça fait quand même porter beaucoup de poids sur les épaules du manager et presque les rendre responsables de l'épanouissement de leurs collaborateurs à titre pro. Et du coup, je voulais savoir, voilà, dans quelle mesure, parce que moi je fais de la communication non violente, et en fait, dans quelle mesure finalement ce besoin de reconnaissance, il peut pas être nourri bien sûr par d'autres moyens que celui dans le cadre professionnel. Voilà. Bien sûr, c'est un très bon point. Merci Nadège. Et mon prisme ce matin, effectivement, c'est la relation manager-collaborateur. Donc, évidemment, ça donne le sentiment que tout repose sur ses épaules. Alors, les études montrent quand même, en tout cas, si je me penche sur l'univers professionnel, environ 70% de la motivation d'un collaborateur provient directement de son manager direct. Et c'est vrai que c'est pas étonnant parce que c'est vraiment la personne avec qui, a priori, on est le plus au quotidien. Enfin, il y a ses collègues, mais en tout cas, voilà, avec qui on échange et qui est là normalement pour nous faire progresser ou non. Et donc, quand on entend ce chiffre, on comprend qu'en effet, qu'on le veuille ou non, il y a quand même beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules. Après, sur la notion de reconnaissance, c'est très juste. Là, moi, les besoins que je viens de vous montrer, ils sont vraiment à prendre sous le prisme professionnel parce que dans la vie personnelle, il y a évidemment et heureusement beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres sphères et il y a beaucoup d'autres leviers qui vont faire que ce besoin sera plus ou moins nourri. Mais je trouve que la question qui se pose derrière tes questions et qui est hyper intéressante aussi, c'est vraiment à quel point le perso vient impacter le pro et comment effectivement les besoins fondamentaux dans son travail sont impactés finalement par ce qui se passe aussi dans la vie perso. Ça relie. Euh, et ouais, et je pense que tu as complètement raison. Ce ne sont pas des travaux que j'ai menés, donc j'aurais du mal à y répondre de manière précise, mais il est évident que plus tu es valorisé aussi dans ta vie perso, plus probablement tu vas un peu moins le chercher aussi dans ta vie professionnelle, parce que c'est un besoin au global qui est suffisamment nourri. Donc voilà, c'est peut-être les éléments de réponse, mais peut-être c'est des auto-questionnements qu'on peut tous se renvoyer, à savoir comment ma vie perso vient impacter ma vie pro. Alors, Merci beaucoup. Caroline, merci Nadège pour ta question. Caroline, tu peux allumer ton micro et poser la question. Caroline, tu peux alors cliquer sur l'icône micro en haut de ta fenêtre Teams pour l'activer, voilà, et poser ta question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Très bien. Bonjour Caroline. Ok, bonjour. Alors, déjà merci parce que c'est un pas de côté qui est toujours nourrissant. Voilà. Je me permets plusieurs remarques et questions en fait par rapport à tout ce qui nous a été proposé. Première chose, par rapport à la dilution du pouvoir et au multi-management, qui est une notion relativement intéressante et effectivement plutôt bien expérimentée dans les entreprises privées. Je m'interroge par rapport à notre rôle de manager. Moi, je suis principale dans un petit collège. Je suis seule à la barre puisque je n'ai pas d'adjoint et j'ai une secrétaire générale qui, il y a 1 mois et demi, enfin 2 mois maintenant, ne connaissait rien du tout à l'éducation nationale. Donc en fait, on est sur une situation un petit peu délicate en termes de mise en œuvre opérationnelle pour moi sur le terrain, même si je tends plutôt là-dessus. Je tends plutôt vers ces modalités de management. Je voudrais juste rappeler qu'il y a beaucoup quand même d'établissements où les collègues sont seuls à la barre. Et là, je me dis, ce qui est intéressant pour nous, je pense aux enseignants par rapport au management, c'est qu'en réalité, on peut manager avec les inspecteurs. Parce qu'on est déjà de fait dans une situation de multi-management, en fait, vis-à-vis des enseignants. Ce n'est pas toujours simple à mettre en œuvre cependant, parce que les points de contact, on va appeler ça comme ça, avec les IA, IPR et les collègues inspecteurs sont peu nombreux. Donc voilà, ça c'est une première remarque. Ensuite, par rapport au R du Dream Team, le R de la reconnaissance, je suis complètement d'accord sur se poser les questions, quel est le besoin de reconnaissance de l'autre en fait, qu'est-ce que l'autre attend, sachant que c'est assez complexe à mettre en œuvre, mais ça, j'apprends rien à personne. Et je me demandais si vous étiez penché sur la question de l'autoprescription, parce que dans la reconnaissance, il y a aussi la question de la culpabilité, du rôle qu'on se donne, de l'objectif qu'on s'auto-prescrit. Et je pense que dans notre institution, c'est très fort parce qu'on est une institution, et avec les enseignants notamment, de bons élèves. Et le bon élève,
il s'auto-prescrit beaucoup de choses. Donc, c'est une question qui m'interroge. Ensuite, par rapport par rapport à la stagnation et à la baisse de l'engagement, parfois, moi, je suis assez alertée par cette question parce que je m'interroge toujours de comment est-ce qu'on maintient le feu. Vous savez, on entre dans les métiers qu'on fait avec un feu sacré, une idée très élevée du rôle qu'on a socialement parlant, c'est extrêmement gratifiant ou pas, selon les périodes. Et la zone d'inconfort dont vous parliez, nous en pédagogie, on appelle ça la zone proximale de développement, c'est-à-dire que c'est la zone dans laquelle un élève ou un apprenant va pouvoir accéder à l'apprentissage sans se mettre complètement en danger. Et je voudrais simplement vous signaler que pour nous, elle est très difficile à trouver parce que notre contexte est extrêmement mouvant au regard des politiques multiples et variées qui nous tombent aussi parfois dessus. Et j'utilise l'expression à dessein parce que ça, pour le coup, c'est une variable, pas d'ajustement, mais qu'on n'arrive pas à maîtriser. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. C'était très, très riche. Ce sur quoi je vais rebondir, alors le premier point juste sur le multi-management, c'est ce que ça m'évoque, c'est que en effet, le multi-management, il est déjà vécu, je pense, par un certain nombre d'entre vous de manière plus ou moins formalisée. Parce que soit l'organisation, là vous évoquiez les inspecteurs, soit tout simplement, on a l'habitude d'aller solliciter différentes personnes en fonction des problématiques auxquelles on est confronté. Donc parfois, les gens me regardent avec des gros yeux quand je parle de multi-management, alors que quand je creuse avec eux, c'est des choses déjà, encore une fois, qui ne sont pas très structurées, mais qui sont déjà relativement vécues. Après, il y a un point, et c'est très juste, je pense, dans tout ce que j'ai pu vous partager, il y a des choses qui parlent beaucoup à certains, moins à d'autres, parce qu'en effet, vous avez des réalités organisationnelles, opérationnelles, de métiers qui sont parfois tellement différents que c'est impossible de se dire justement que les différents leviers, on peut les activer de la même manière. Et après, alors, si je reviens à l'une de vos questions sur est-ce que je me suis penché justement sur ce côté auto-prescription? Pas tellement, pas directement, on va dire, mais vous avez complètement raison. C'est que je note quand même qu'il y a certains secteurs, certains métiers où en effet la pression qu'on s'automet est très importante et ça génère pas toujours en effet de choses très vertueuses. Et souvent, les quelques fois où j'ai creusé la question, l'autoprescription, en fait, en réalité, elle vient quand même d'une espèce de pression extérieure et qui vient exacerber finalement tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut parfois être indulgent avec soi-même. L'idée, c'est de donner le meilleur de ce qu'on peut donner avec les contraintes qu'on a. Essayer de faire chaque jour un peu mieux en disant il y a certains jours j'étais peut-être moins bon que la veille et c'est ok, on est tous humains, mais l'idée c'est voilà, par des petits pas. Je crois que en tout cas le sujet managérial au sens large, j'aime beaucoup la politique du petit pas et se dire que j'essaie de mettre en place telle action le mois qui arrive, et voilà, si chaque mois on met en place une action, à la fin de l'année, mine de rien, quand on se retourne sur ce qu'on faisait par rapport au début de l'année, c'est une bonne dizaine d'actions qu'on a mises en place et en général, ça suffit déjà à, je ne vais pas dire révolutionner, mais à vraiment changer en profondeur un certain nombre de choses. Merci en tout cas pour votre partage. Moi, ça me nourrit aussi beaucoup toutes vos questions, vos remarques par rapport à vos différentes situations. Catherine, tu peux activer ton micro pour poser ta question. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, bonjour Catherine. Bonjour Ludovic. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé très intéressante et j'ai retrouvé plein de choses que j'avais déjà vues, mais c'est toujours bon de répéter et de synthétiser les choses. Enfin, en tout cas, je trouve que vous l'avez très bien fait. Je vous en remercie. Moi, ma question, vous l'avez dit, mais peut-être pas assez développée à mon sens, c'est la vision. Comment on construit une vision? Pour moi, c'est le B à bas. Après, j'ai l'impression que le reste, c'est plutôt, ça découle de cette vision. Et en tant que manager, il y a peut-être le multi-management, mais il y a peut-être le multi-vision. Parce que voilà, on n'est pas autonome. Peut-être que Steve Jobs, effectivement, il est autonome sur Apple pour avoir insufflé sa vision. Et effectivement, sur Apple, c'est assez intéressant de voir comment Steve Jobs a insufflé cette vision pour l'ensemble de la marque.
Mais voilà, comment on construit la vision avec finalement, on n'est pas tout seul en tant que manager à avoir la vision. On a aussi des personnes, on a aussi une hiérarchie. Quand on est à la région, on a aussi des élus. Voilà, donc comment vos conseils pour construire une vision et après pouvoir effectivement déployer l'autonomie, la montée en compétences, la sécurité psychologique, etc. Ouais. Voilà, c'était ma question sur la vision. Merci Catherine. Effectivement, question hyper intéressante. Alors, je vous juste une parenthèse, je vous mets, si jamais l'approche vous a plu, le lien vers ma newsletter, hein, si jamais vous souhaitez comme ça recevoir. J'ai bien noté. Super. LinkedIn et newsletter, j'ai noté. Ouais. Et alors, alors, vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, dans nos formations, la toute première séance, elle parle de ça. Parce qu'en effet, ça part de ça. On peut se poser la question d'ailleurs de à quoi ça sert un manager pour répondre à cette question. Nous, la conclusion à laquelle on est arrivé sur à quoi sert un manager, pour nous, le dénominateur commun, parce qu'on pourrait dire c'est fédérer, c'est engager, c'est valoriser, en fait, c'est faire réussir l'équipe. Mais pour savoir si on fait réussir l'équipe, il faut avoir défini effectivement un cap à atteindre, parce que sinon, qu'est-ce qui nous fera dire à la fin de l'année, par exemple, que j'ai fait réussir l'équipe ou que je n'ai pas fait réussir l'équipe. Et donc, en effet, je pense que ça passe par un travail en cascade. Parce que pour pas se transformer en village gaulois avec sa vision de son côté, qui serait effectivement un peu décorrélée du reste de sa propre hiérarchie, de l'organisation des élus, etc. Voilà, donc pour moi, c'est un travail en cascade, c'est-à-dire que ça doit venir d'en haut et ensuite réussir à cascader ça. Il y a un travail à faire au niveau de chaque strate jusqu'à chaque équipe et que ensuite, pour s'assurer que un certain alignement, comme vous le disiez, et que les visions viennent pas se télescoper, mais viennent au contraire se nourrir l'une à l'autre, quoi. Et donc ça, c'est comme je vous l'expliquais, je pense que ça doit commencer par le top management, entre guillemets, qu'on interprète un peu à sa manière selon son organisation. Et ensuite, à partir de ça, et pour se dire, OK, en dessous, qu'est-ce que ça veut dire à notre échelle, pour se dire, alors, le cap à atteindre, par exemple, dans un an, c'est ça. Très bien, nous, comment est-ce qu'on va pouvoir impacter positivement et faire tendre l'organisation vers ce cap-là pour avoir quelque chose à notre niveau. Et puis hop, en dessous, se dire pareil, ok, alors eux, tout en haut c'est ça, en dessous c'est ça, et nous, à notre niveau, quel cap est-ce qu'on peut se mettre qui va venir nourrir et permettre de tendre vers les choses. Alors je vois dans les commentaires Véronique qui dit ça peut aussi venir d'en bas, donc c'est tout à fait juste. Il y a des organisations où les visions sont co-construites et on implique aussi les collaborateurs. Bon, là-dessus, c'est des histoires aussi de culture d'organisation et c'est compliqué d'avoir un avis très, très tranché et dire il faut absolument faire comme ci ou comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut en définir une. Et moi, dans un monde parfait, chaque collaborateur devrait être capable de définir une vision à 12 mois, par exemple, de son équipe. Et tout le monde devrait la connaître par cœur, sur le bout des doigts, parce que c'est ça qui fait qu'on comprend mieux pourquoi est-ce que je me lève le matin, pourquoi est-ce que où est-ce qu'on doit être et c'est ça qui permet de se dire ok moi je m'inscris dans quelque chose qui est plus grand que moi entre guillemets et qui est collectif. Ça malheureusement c'est un exercice qui est pas toujours fait. Mais ça devrait être en effet la base. Et moi, je dis souvent d'ailleurs aussi que c'est bien d'avoir un objectif, par exemple, à 12 mois. Mais déjà, du coup, on peut se dire, si on doit être là dans un an, où est-ce qu'on doit être dans 3 mois? Parce que le problème avec ce genre d'exercice parfois, c'est qu'on le fait au début de l'année. Et puis parfois, hop, on les ressort juste avant les entretiens annuels ou juste avant la fin de l'année pour voir un peu où on en est. Et ça, c'est un peu dommage. Et se dire, si on doit être là dans 12 mois, dans 3 mois, on doit être là. Donc, ok, voilà ce qu'on va faire ce mois-ci, quoi. Voilà, c'est un peu ce genre de piste de réflexion que je peux vous donner sur ce thème, en tout cas, ce que ça m'évoque par rapport à votre question. Je vous remercie. Michel, tu peux activer ton micro pour poser la question. Oui, bonjour et merci pour cette présentation qui était très intéressante. Et puis l'organisation du Dream là, permet d'avoir une lecture un peu organisée du management et c'est très intéressant. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est le départ avec la pyramide inversée, avec le management, multiple management. Et puis je me suis dit, effectivement, c'est intéressant. Et puis je m'attendais un peu à un développement là-dessus. Et puis du coup, il n'y a rien eu sur le multi-management. Donc voilà, j'aurais été intéressé quand même sur cette notion
de management multiple et comment on organise la sécurité juridique du collaborateur sur un management de ce type-là. Parce que quand vous avez 4, 5, 6, 7, 8 managers qui interviennent pour vous demander des choses différentes, il y a un moment où la pression peut être forte et qui va réguler les demandes, comment ça se passe. Donc voilà, j'étais un peu en attente sur ce sujet-là et voilà, sinon le reste était intéressant. Ça marche. Merci Michel. Alors peut-être pour aller un cran plus loin, et sur ce point, c'est que donc multimanagement pour moi, c'est effectivement 7-8 managers. Je pense que ça serait pas jouable d'un point de vue voilà, organisationnel. Moi, je crois plus à un multimanagement avec 2-3 personnes, un comité d'accompagnement comme ça, 2-3. Je pense qu'en effet, il faut nécessairement un référent qui serait pas forcément dans les 2-3 d'ailleurs, mais qui serait un peu au-dessus, entre guillemets, pour trancher en cas de difficulté relationnelle, en cas de réflexion sur qui seraient les bonnes personnes, en cas de justement aussi pour les sujets plus contractuels et juridiques que vous évoquiez. Et aussi pour trancher à un moment donné, en effet, s'il y a plusieurs projets et plusieurs managers qui demandent des choses à la personne, à un moment donné, qui décide de ce qui serait prioritaire ou pas. C'est pour ça que je pense que nécessairement, on ne pourrait pas se couper complètement d'un manager au sens un petit peu plus traditionnel du terme. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à une révolution totale du management, mais plus d'essayer d'insuffler de la flexibilité là-dedans. Et après, il y a le sujet juridique que vous évoquez, là aussi, il est à traiter, parce qu'encore une fois, là, ce que je vous ai présenté, c'est intéressant intellectuellement et sur le papier. Après, la mise en œuvre opérationnelle, elle est aujourd'hui très expérimentale et trop expérimentale aussi pour que je vous présente des choses plus abouties. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis pas trop étendu et après j'entends la frustration sur ce point de ne pas être allé plus loin. Mais en tout cas, voilà les quelques éléments complémentaires que je peux vous apporter sur ces éléments-là. Mais encore une fois, c'est déjà le cas dans beaucoup de collaborateurs vivent déjà le multimanagement sans l'appeler multimanagement parce que ils vont être, par exemple, ils vont travailler sur un projet et donc ils vont avoir un chef de projet qui ne sera pas un manager hiérarchique, mais un manager fonctionnel. Ils auront eux-mêmes un manager hiérarchique. Et puis, de temps en temps, en fait, ils ont un peu ce mentor dans l'organisation qu'ils vont voir de temps en temps, avec qui ils prennent un café, avec qui ils déjeunent, parce que voilà, ça les nourrit. Donc, l'idée derrière, c'est de structurer ça. Et je pense que l'une des clés pour que ça fonctionne, ce serait vraiment d'ultra structurer la démarche pour que surtout pas que ça se transforme en Far West. Et c'est le risque avec ce genre d'organisation qui pourrait devenir assez rapidement très complexe à gérer. Mais c'est vraiment de faire une sorte de contrat moral et même écrit, entre guillemets, entre l'accompagnateur potentiel et l'accompagné pour se dire, voilà ton champ d'action, voilà les sujets sur lesquels tu vas accompagner la personne, voilà à quel rythme vous allez éventuellement vous voir. Et au bout de combien de temps est-ce qu'on se posera la question de est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que c'est toujours pertinent? Ça peut être au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi toute cette partie-là sur laquelle en effet je suis parvenu, mais qui selon moi devrait être un élément structurant, opérationnel de la mise en place d'une telle organisation. On va s'arrêter là, il n'y a plus d'autres mains levées. Merci en tout cas Ludovic pour cette intervention, les réponses aux questions. Merci aux participants et participantes et à vos questions parce que ça nourrit aussi les échanges. Je voulais remercier également Annabelle Maréchal et puis Edith Choumilov qui ont permis à Ludovic de venir vous faire cette conférence ici. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne Merci fin de journée. À tous. J'étais ravi d'être avec vous ce matin. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci Bonne journée à tous. Au revoir.